Alors, les Namurois se rendaient en pèlerinage à pied, en procession jusqu'à Halle, mais comme il y a plusieurs dizaines de kilomètres, on devait prendre un viatique, on devait prendre des aliments et des boissons pour affronter la route. Chers amis qui nous regardez, qui nous écoutez, bonjour, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver avec mon ami Guy, bien sûr. Alors, ce soir, Guy va nous parler d'une spécialité de Namur, qui sont les avisances de Namur, qui se déroulent pendant les fêtes de Wallonie. Auparavant, Guy, je crois que tu as quelques actualités. Eh bien oui, bonjour et bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Alors les actualités, c'est toujours finalement un peu le décès de la reine Elisabeth II qui nous tient en haleine, hein. Oui. Alors pour nos auditeurs qui ne savent pas évidemment euh, à quelle date nous sommes réellement, eh bien je vais simplement vous dire qu'aujourd'hui la reine n'est pas encore enterrée, la reine défunte est toujours, je dirais, soumise aux visites de son peuple et Elle, elle elle- vient elle vient, d'arriver voilà. à Buckingham Palace, donc Voilà. le palais où elle résidait quand elle était à Londres. Oui. Et elle va seulement, donc nous sommes ici aujourd'hui un mercredi soir, et elle va seulement être enterrée lundi prochain. Oui, nous Hein. sommes mardi 13 Ah oui, non, non, septembre. pardon, nous sommes mardi, nous sommes même pas Mardi encore 13 mercredi, c'est septembre. Oui, demain, oui, oui, c'est tout à vrai, fait. Tout nous à sommes fait. mardi. Oui. Donc voilà ce qui se passe. Alors, puisqu'on parle de Buckingham Palace, où je suis déjà allé à plusieurs reprises, petite actualité, disons, de type gastronomique. Ah oui, bien sûr. Quand vous sortez dans le parc à l'arrière du palais, parce que bon, pour ceux qui voient un petit peu à quoi ressemble le palais, à l'avant, vous avez une cour tout à fait minérale, et derrière, vous avez un petit parc. Alors, le parc n'est pas très, très grand, c'est plutôt un jardin d'agrément, c'est un petit parc à l'anglaise, il y a des arbres, une pelouse, une pièce d'eau, mais ce n'est pas énorme. Alors, il y a une petite partie jardin qui se trouve dissimulée à la vue par quelques arbres, mais il est facile de s'y promener. Quand je dis facile, pour la reine, évidemment, pas pour ceux Oui. pas pour ceux qui vont à Buckingham Palace et qui ne sont pas invités à aller à l'arrière, évidemment. Hein. Et alors là, il y a évidemment, je dirais, quelques parties potagères, tout à fait petites. Pour en voir de plus grandes, il faut aller à Balmoral. Là, il y a vraiment de grandes zones qui sont dédiées à la culture. Mais enfin, il y a quand même un rucher à Buckingham avec 5 ruches. Et on ne Hmm. le sait pas, mais il y a des ruches à Buckingham Palace. Il y en a 5. Alors, bien entendu, il y a un préposé qui s'occupe des ruches, qui est un apiculteur. Et comme vous savez que tout est très codifié en Angleterre, chacun a son rôle et tout est régi par les us et coutumes, eh bien, la personne qui s'occupe des ruches est allée mettre un bandeau noir sur les ruches pour signifier le deuil Oh, de, je dirais, de la nation. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il a également annoncé aux abeilles le décès de la reine. Et il non leur a mais, annoncé, et il leur a également annoncé qu'elles avaient un nouveau patron qui était le nouveau roi Charles mais, III, pardon. mais Guy, comment sais-tu tout ça, hein? Ah, ben parce que je l'ai entendu. J'écoute les informations. Donc, Ah oui, j'ai oui, pas oui, oui, entendu oui. ça, d'accord. Donc, l'apiculteur qui est chargé d'entretien des ruches de la reine est allé leur annoncer qu'elle était défunte et qu'elle devait maintenant travailler pour un nouveau patron qui est le roi Charles III. Et alors, c'est une obligation, c'est une nécessité, parce que les abeilles pourraient très bien, une fois qu'on leur annonce le décès, ou qu'elles l'apprennent par hasard, on va dire ça comme ça, ne plus avoir envie de travailler. Donc on va leur signifier qu'il n'est pas question d'arrêter de travailler, qu'elles doivent poursuivre leurs tâches et fabriquer du miel pour le nouveau patron. Donc voilà, comme ça les abeilles sont bien informées et le nouveau roi aura du miel à la fin de la saison à sa disposition. Alors, Ah, je ne voudrais par contre pas être, je dirais, le cuisinier du palais ou en tout cas le personnel, parce que j'ai cru voir un geste un petit peu malheureux du nouveau roi. nous l'avons tous Nous vu. l'avons tous vu et on se rend compte que le personnage ne doit pas être très facile. Et Hmm. alors, une anecdote culinaire qui le concerne, et je rassure tous nos auditeurs, j'envisage de faire dans le futur un épisode qui va traiter des us et coutumes de la table à la cour royale d'Angleterre, des menus, des plats qu'ils mangent, etc. Mais aujourd'hui, une petite anecdote. Euh,
le prince, à l'époque c'était le prince Charles évidemment, est quand même resté très longtemps à attendre le trône. À quoi passait-il son temps? Ben, à des œuvres, à faire de la cuisine, pardon, de la culture biologique, etc. Alors il aimait aussi chasser. Et alors on raconte que lorsqu'il revenait de la chasse, il avait, je dirais, une grosse envie, c'était de manger des œufs à la coque. Ah oui, Ah oui, oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas trop comment ça se passait. Toujours est-il que, bon, quand on va et qu'on revient de la chasse, on ne rentre pas forcément à l'heure tip-top où c'est prévu, même si leur agenda et leur journée est millimétrée. Je suppose que quand on va à la chasse, on est oui, parfois quelques minutes en retard. oui. Donc, il paraît qu'il voulait absolument disposer d'œufs à la coque quand il rentrait. Alors, des œufs à la coque, ça se cuit pendant 3 minutes précisément, et ça doit se manger chaud, hein. Oui, On est bien oui, d'accord. ah, oui. Donc, le personnel cuisait une vingtaine d'œufs à la coque pendant 3 minutes. Et puis, bon, ben, il reste chaud pendant 1 ou 2 minutes ou 3 minutes. Et puis, comme ils n'étaient toujours pas rentrés, on les jetait. On en remettait de Oh, nouveau 20 à cuire. Et puis, comme oh, ils n'étaient toujours pas rentrés, après quelques minutes, ben, on les jetait, hein. Et puis, on en remettait de nouveau 20 à cuire. Et il a filtré en dehors, disons, du sérail, en dehors des cercles, comme on dit, bien informés, qu'on pouvait monter jusqu'à 100 pièces d'œufs qui étaient jetées parce que ben, il ne rentrait pas toujours pile poil au moment où on espérait qu'il rentre. Donc, ça a filtré à l'extérieur, ça a fait scandale parce qu'évidemment, on s'est dit, mais enfin, bon, ce n'était pas de maintenant, hein, c'était quand même il y a un petit temps, et on s'est oui, dit, mais enfin, il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas les moyens de oui, se payer des œufs, et absolument, ici, puis, ben, pour qu'une personne, je dirais, puisse en manger un ou deux dans les qualités qu'elle escompte le faire, on doit en faire une centaine et puis les jeter. Donc ça a fait scandale. Et puis bon, apparemment, ou bien les choses sont rentrées dans l'ordre et on a procédé autrement, ou bien on le fait toujours, mais on n'en parle plus. Donc oui, voilà un petit peu, comme ça, oui, oui, quelques us et coutumes, disons, oui. qui ont eu cours en tout cas, euh, je dirais Mhm, là-bas en Angleterre ou plutôt en Écosse après les parties de chasse. mhm. Bon. Mais voilà pour l'actualité, mais ça Oh, promet dans ce que je vais découvrir et de ce que je vous raconterai ultérieurement. Je crois on va faire plein de découvertes de ce genre-là. oui, 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 effectivement, peut-être pas toujours très, très intéressant. Très Oui, intéressante, mais pas toujours oui, à suivre en tout cas. intéressante, mais pas à suivre, parce que bon, en admettant même quand il arrive de la chasse, on peut Ben, on mettre plonge les œufs et puis c'est tout, hein. oui, oui, quand même, Et bon, on peut attendre 3 minutes, hein, mais oui, voilà. bien qu'étant le prince de Galles, il pouvait peut-être attendre 3 minutes, quoi. Bon, Oui, enfin, mais bon, voilà. oui, bon. Alors, Guy, venons-en à cette spécialité de Namur que l'on appelle les avisances. Qu'est-ce donc? Alors, les avisances, eh bien, c'est ce qu'on appellerait un encas. Alors, un encas, c'est un petit aliment qu'on peut manger sur le pouce, mais qu'on peut aussi manger, je dirais, en faire un repas. Hein, ce n'est pas une cuisine extrêmement élaborée. Et pour comprendre le terme avisance, parce qu'en fait, les avisances, c'est le nom qui est donné réellement au plat, hein. Ça vient du wallon. Alors, aviser, ça veut dire prévoir, Oui, organiser, oui. aviser. Je vais m'aviser, Prévenir, c'est-à-dire oui, prévenir, voilà. oui. Et en fait, il faut remonter, je dirais, au Moyen Âge. Et au Moyen Âge, les Namurois faisaient à pied à l'époque un pèlerinage à Notre-Dame de Halle. Alors, Notre-Dame de Halle, c'est un sanctuaire qui est situé, je dirais, au sud-ouest de Bruxelles, à proximité de Bruxelles, mais il y a quand même, disons, 10-12 kilomètres entre le sanctuaire de Halle et le centre-ville de Bruxelles. Ouais. Et les Namurois avaient l'habitude d'aller prier la Vierge là-bas. Alors, la Vierge de Halle, c'est une vierge de type Vierge noire. C'est une vierge à l'enfant qui, comme toutes les vierges noires, est, je dirais, date du Moyen Âge et est réputée miraculeuse, hein. Ouais, Alors, ouais. si la basilique existe bien entendu toujours, et alors elle est réputée miraculeuse pour toutes sortes de faits qu'on lui impute, entre autres le fait lors d'une guerre, c'est d'avoir, je ne parle pas d'une guerre récente, je parle d'une guerre ancienne, où la Vierge aurait arrêté miraculeusement les boulets de canon qui étaient Ah oui, tirés par l'ennemi. Et ah on oui, voit encore à l'entrée de l'église, dans une niche, toute une série de boulets de canon qui ont, dit-on, été arrêtés miraculeusement par la Vierge et qu'on a ramassés, qui se trouvent donc là-bas dans cette niche. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Alors la Vierge est bien entendu habillée régulièrement avec de somptueuses robes brodées, hein. Elle a une couronne avec des pierres précieuses. Et l'histoire raconte que ce sont les prostituées de Bruxelles qui, venant
prier la Vierge et en signe de repentance lui offraient des bijoux qu'elles avaient gagnés par leurs activités. Alors Oui. les différents bijoux ont été utilisés pour réaliser par un orfèvre une couronne qui est la couronne, je dirais, qui se trouve sur la tête de la Vierge et du Christ qu'elle tient dans ses bras, sur un de ses bras. C'est également à Notre-Dame de Halle que la reine Mathilde, après son mariage, a offert son bouquet de mariée. Alors on peut le voir, il a été, si je puis dire, momifié, hein, il a été démonté, il a été recollé dans un tableau. C'est d'ailleurs très très bien fait. Et ce bouquet, on peut toujours le voir à Notre-Dame de Halle. C'est un souvenir du mariage de l'actuelle reine des Belges. Donc voilà pour ce qui est de Notre-Dame de Halle. Alors, les Namurois se rendaient en pèlerinage à pied, en procession jusqu'à Halle, mais comme il y a plusieurs dizaines de kilomètres, on devait prendre un viatique, on devait prendre des aliments et des boissons pour affronter la route. Hein. On y allait. Je ne sais pas si c'était même possible de revenir le jour même. Alors, il fallait partir très très tôt le matin, Oui. faire la route à pied et puis revenir. Mais il faut compter que ça faisait quand même pas loin d'une centaine de kilomètres aller-retour. Hein. C'est quand même Ouais. pas Ouais. la porte d'à côté. Et alors, pour prévenir toute fin possible et certaine, je dirais même pendant le voyage, ils partaient au départ avec des crêpes dans lesquelles pardon, ils avaient mis de la viande froide et ils formaient des espèces de, on va dire, de sandwich. Ça ressemblait finalement un peu, je Oui. dirais, à des tacos hein, actuels ou bien Oui. hein, des Oui. choses comme ça, avec de Ouais. la viande froide dans des crêpes. Et puis la recette a évolué et c'est devenu les avisances que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire que c'est de la viande hachée qui se trouve cuite dans une pâte feuilletée. C'est en fait un pain saucisse d'une certaine manière. Hum, Hein. hum, hum. Alors, ce n'est pas compliqué à réaliser. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Il y a plusieurs manières de les faire. Hein, mais sur Namur, vous devez vous dire, Namur et sa région proche, quasiment toutes les boucheries et tous les traiteurs en vendent. Hein. Oui. Donc, des avisances qui sont déjà réalisées. Alors, on peut utiliser, il y a deux manières de procéder. On peut utiliser soit de la chair à saucisse je dirais, non embossée, c'est-à-dire non mise dans le boyau, Hum, hum. la prendre en main, propre bien entendu, en faire une espèce de gros cigare, de cylindre, Oui. qu'on va déposer sur une abaisse de pâte feuilletée coupée dans des dimensions de 12 fois 20 centimètres. C'est à peu près la dimension. Hein. On va disposer donc cette chair à saucisse en longueur. Bien sûr, elle est assaisonnée. Hein. Faut qu'elle soit Oui, oui, assaisonnée, bien hein, parce que sûr. sinon, Oui, il n'est oui, pas ça n'a bon. pas Hein. de goût, oui. Ça n'a pas de goût. Hein. Oui, Alors, oui. on prépare une dorure avec un œuf entier battu avec une petite pincée de sel. Hum, On dore un petit peu la pâte feuilletée, je dirais, à l'intérieur pour faire coller la pâte sur elle-même quand on la roule. Et on va donc rouler cette chair dans la pâte feuilletée pour former un cylindre qu'on va ensuite refermer convenablement. On laisse les deux bouts, les deux côtés ouverts, il n'y a pas de hum, problème. Hein, hum. on ne doit pas les souder, on doit Oui, les laisser ouverts. Donc oui. on a un cylindre de pâte qui entoure un cylindre de chair à saucisse, tout simplement. Hum, Hein. hum. Et alors on va dorer l'extérieur donc de la visance, c'est-à-dire tous les côtés qui vont être présentés à la chaleur. On dispose la visance sur une tôle beurrée, sur une plaque graissée en tout cas, une plaque de cuisson au four, et on va enfourner à 200 degrés et on va diminuer la température après enfournement à 180 de manière à ce que la viande soit cuite et que la pâte soit cuite. Il va de Hum. soi que la pâte et la viande doivent être cuites simultanément. Il ne faut pas que la pâte feuilletée soit trop cuite à la fin et que la viande soit encore crue. C'est la raison pour laquelle après on va diminuer Oui, la oui, puissance du four. Hein, et oui, on travaille généralement avec un four à air pulsé ou un four ventilé. oui, oui. Voilà. Et Oui, si parce que vous avez, oui, si les- vous les- avez un four au gaz et que ça chauffe trop par en dessous, vous doublez votre plaque. d'accord. Oui, parce que les temps de cuisson sont très différents. Mais les temps de cuisson sont différents. On compte souvent pour la pâte feuilletée une vingtaine de minutes de cuisson. Alors en Ouais. principe, la viande est cuite. Hein, mais moi, je préfère faire d'une autre manière que je vais vous expliquer. On Oui, va un petit peu oui, sortir de la manière traditionnelle. Et je ne dis pas que certaines personnes ne font pas comme je vais le préconiser. Hein. oui, C'est oui, de ne pas utiliser de la chair à saucisse, mais carrément des saucisses, en fait. oui, c'est plus simple. C'est Oui. plus simple, d'une part, et puis c'est meilleur. Ah, Pourquoi? d'accord. Parce que les saucisses, vous allez les pré-cuire légèrement. C'est ce que j'allais te dire. Tu Alors, les fais cuire séparément. vous allez les faire cuire séparément, pas Oui, forcément à fond, mais vous allez les faire cuire oui, séparément dans la matière grasse. Pourquoi? Parce qu'en donnant déjà une coloration à la saucisse, vous allez en augmenter le goût. oui, Ce sera meilleur. oui.
Voilà. Donc, vous allez faire cuire vos saucisses sur toutes les faces. En tout cas, vous allez les retourner à un moment donné, après 4-5 minutes de cuisson, pour que les deux côtés, on va dire, parce que la saucisse est ronde et généralement, une saucisse, c'est un petit peu arqué, hein. Oui, Donc, on a du mal à la cuire sur plus de deux côtés, mais c'est suffisant. Vous la cuisez sur les deux côtés. La saucisse ne s'assaisonne pas puisqu'elle est assaisonnée de l'intérieur. On prend une saucisse d'un diamètre moyen. On ne prend pas des saucisses trop fines de genre chipolata et on ne prend pas non plus de la saucisse de type morteau. On oui, prend une saucisse de diamètre moyen, c'est-à-dire oui, 3,5-4 centimètres de diamètre, c'est très oui, très largement suffisant. ouais. Donc vous colorez vos saucisses des deux côtés, que vous choisissiez une version avec des herbes, avec de l'ail, sans ail, enfin ça c'est vraiment une question de goût. C'est une saucisse de porc, ça peut être une saucisse porc et veau, éventuellement porc et bœuf, mais c'est quand même souvent porc et veau qui est le plus facile à trouver, hein. Oui. Éventuellement même pur porc, il n'y a pas de Oui, problème tout avec à ça. fait. Oui, c'est dans l'idée du saucisson brioché, sauf que ça n'est pas de C'est la ça. brioche, c'est de la pâte Exactement. feuilletée. Alors, ce que vous pouvez faire également, donc une fois que vos saucisses sont colorées, vous les mettez sur une grille pour qu'elles soient bien égouttées, hein, qu'il n'y ait pas de matière grasse. Alors, ce n'est pas dans la recette, mais ça peut se faire. Vous pouvez éventuellement badigeonner d'un tout petit peu de moutarde la saucisse, Ah oui, hein. Voilà, oui. ça va augmenter, disons, ça va donner un petit caractère. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut se faire. Et Mhm. vous entourez toujours votre saucisse de la pâte feuilletée que vous avez bien entendu découpée en longueur, de la longueur des saucisses, évidemment, hein. Mhm. Alors, au niveau de la largeur, si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous dites, mais bon, quelle dimension je vais devoir prendre? Ben, vous comptez en fait, hein, le diamètre de la saucisse, ça c'est facile à évaluer avec une petite latte, Oui. hein, multiplié par 3,14, hein, et auquel vous ajoutez 1,5 cm pour la soudure, tout simplement. Mhm. Donc voilà un petit truc pour pouvoir, je dirais, calculer quelle est la dimension de la baisse de pâte feuilletée. D'accord. Vous dorez de toute façon et vous cuisez Oui. comme j'expliquais précédemment. Mhm. Alors, avec quoi sert-on cette fameuse avisance? C'est quand même intéressant de le savoir. Oui. Alors, la photo que vous avez derrière vous, Claude, bien, elle Oui. présente un petit peu de feuilles de laitue avec de la tomate. Donc, on peut servir l'avisance avec une petite salade vinaigrée, tout simplement. Oui. L'avisance doit se manger chaude. Ça, c'est important. Oui. Elle peut être cuite à l'avance, elle peut être réchauffée, mais la visance se mange chaude. Je n'ai pas dit que c'était mauvais de la manger froide, mais c'est quand même nettement meilleur de la manger chaude, hein. Oui, parce que la pâte feuilletée froide ne présente Froide, pas c'est pas beaucoup génial, d'intérêt. hein, ce Oui, n'est pas oui, génial. absolument, ça non. Alors, on peut servir une sauce d'accompagnement avec ça. Alors, si Ouais. vous mangez votre avisant, je vais dire, un peu comme un pique-nique, c'est-à-dire que vous en achetez une sur la rue et que vous la mangez, je Oui. dirais, comme on dit, sur le pouce, debout sur le trottoir, ben, Oui. vous n'aurez ni sauce et vous n'aurez ni salade. Mais si vous Oui. décidez de faire ça, de le manger chez vous, à l'assiette, hein, Oui. ça peut être aussi bien une entrée. Moi, je l'ai déjà mangé en entrée, je l'ai déjà mangé en plat, hein. Vous faites une sauce bien relevée, une sauce piquante. Alors, comment peut-on faire une sauce de type sauce piquante? Alors, vous prenez de l'échalote, hein, l'équivalent d'une belle échalote pour 4 personnes, un peu de vin blanc, un peu de vinaigre. Vous mettez l'échalote à tomber sans coloration dans une sauteuse. Vous déglacez avec le vinaigre et avec le vin blanc, vous faites réduire presque à sec et vous ajoutez ce qu'on appelle de la demi-glace. Alors, quand on n'a pas de demi-glace, on peut s'en sortir en utilisant tout simplement du jus de rôti en poudre qu'on a Ah oui. transformé en sauce. On trouve Oui. ça dans tous les magasins, hein, Oui. du Oui. jus de rôti en poudre comme ça. Et alors, vous mettez, je dirais, pour 4 personnes, l'équivalent d'une cuillère à café de concentré de tomate. Alors, vous allez me dire, mais ouvrir une boîte de concentré de tomate pour prendre une cuillère à café, c'est pas évident. Mais c'est la raison pour laquelle on vend du concentré de tomate en tube, comme dans un tube de Absolument. dentifrice. Et Oui. alors là, on peut prendre la quantité qu'on veut, donc il n'y a Oui. pas de problème. Ah, oui, tout à Alors, fait. vous faites réduire votre sauce, vous l'amenez à consistance, vous rectifiez l'assaisonnement, sel, poivre, et puis vous pouvez ajouter éventuellement, selon votre goût, de la moutarde, des cornichons finement hachés Oui. ou en tranches, des fines herbes du style Oui. cerfeuil, estragon. Mhm. Et vous avez une sauce qui va accompagner les avisances, qui se sert chaud évidemment. Il se sert chaude comme les avisances, bien entendu, hein. Guy, j'ai une question. Tu parlais à l'instant d'une sauce demi-glace. Oui, Je alors suis pas si je sûr qu'on connaît. reprends, ah ben, c'est une des grandes sauces classiques de la cuisine française, hein. Alors, je vous explique l'arbre phylogénique des sauces. Oui. Au Je, départ, on, je ne au, connais pas cette sauce. alors, au départ, on fait ce qu'on appelle un jus de veau brun ou un fond brun. Oui. Alors, c'est donc un bouillon qui est réalisé avec des os qu'on a fait caraméliser au four, avec des légumes, oignons, carottes,
c'est le riz blanc en branche. On met un petit peu de farine au-dessus des os. On rassemble le tout après caramélisation dans une marmite. On mouille avec de l'eau, on ajoute un tout petit peu de concentré de tomate, un bouquet garni et on fait cuire pendant, moi je dis toujours, c'est entre 6 et 8 heures, mais je dis toujours 14 à 16 heures, c'est encore mieux. Hein. On Oui. filtre. On a ce qu'on appelle un fond brun quand c'est fait avec des os de bœuf, mais quand on dit bœuf, c'est de la vache, du taureau, de la génisse. Et on a un jus de veau quand on le fait avec des os de veau. C'est plus fin. Alors, ce fond brun, il sert de base pour faire ce qu'on appelle une sauce espagnole. Hmm. Alors, la sauce espagnole euh, est au fond brun, ce que la sauce tomate est au fond blanc. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise, je dirais, des légumes qu'on va faire colorer également au four avec un petit peu de pointe de beurre, carottes, céleri, oignons. Hein. On va faire colorer ces légumes. On va mettre un petit peu de tomate, soit sous forme fraîche, soit sous forme de concentré. On va mettre de la farine et on va mouiller avec le fond brun. Et on va laisser cuire ça pendant 4-5 heures gentiment au four. D'accord. Alors, quand c'est cuit, qu'est-ce qu'on a? Après avoir passé, on a une sauce espagnole. Mhm. Et la sauce espagnole, elle sert de base à la fameuse sauce demi-glace. Alors, Hmm. comment fait-on? On prend 7 décilitres de sauce espagnole, à laquelle on va ajouter 3 décilitres de jus de veau, et on va ajouter 2-3 cuillerées de glace de viande de veau. Ah Et oui, on oui, a à oui. ce moment-là une sauce demi-glace. D'accord. C'est la Non, grande sauce mère de la cuisine française classique. C'est bon, la bon. sauce demi-glace. D'accord, d'accord. Bon, je ne connaissais pas ça. Alors, la sauce demi-glace, elle permet de faire deux grandes familles de sauces, les sauces dites de réduction et les sauces dites d'adjonction. Je vous donne deux Hmm. exemples, Hmm. même deux ou trois. Dans toutes les sauces de réduction, vous avez la sauce charcutière, la sauce Robert, la sauce piquante et la sauce diable. Hmm. Alors, Bon. qui varient en fonction du fait qu'on va les mouiller entièrement ou partiellement, soit vin blanc et vinaigre, soit dans le cas de la sauce la plus piquante, uniquement du vinaigre, qu'on va faire réduire avec l'échalote. Ensuite, on va ajouter la demi-glace. Et puis, en fonction de la garniture, selon qu'on va mettre des fines herbes, selon qu'on va remettre de la moutarde, selon qu'on va mettre des cornichons en fine julienne ou en fine rondelle, on a des sauces différentes. Ça, ce sont D'accord. les sauces de réduction, parce qu'on Hmm. a fait réduire avec l'échalote du vinaigre et du vin blanc et du poivre. Ce sont D'accord. des sauces de réduction. Alors, les sauces d'adjonction, ce sont les sauces dans lesquelles on ajoute quelque chose. Ah Alors, oui, ce sont les oui. sauces madère, les sauces champignons, les sauces chasseurs, etc. D'accord, d'accord. Voilà. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez noté, hein. Vous allez faire Ça, machine c'est, arrière pour ça, noter. c'est, je dirais, la grande cuisine classique française. D'accord. Comme j'ai encore appris à faire les sauces à l'époque où on les apprenait sous cette forme-là. Ouais. Est-ce que c'est dans l'Escoffier? Oui, Ouais, en d'accord. principe, oui. Ouais, ok. Très bien. Alors, sur Maintenant, ces... je rassure tous nos auditeurs. Oui, Quand on n'a pas, parce que bon, on a remplacé, c'était des sauces qui étaient un peu lourdes. Hein. Parce que je vais oui, prendre un oui, exemple. La sauce espagnole, on la lie avec ce qu'on appelle de la farine torréfiée. Bon, oui, hein, ça, je n'ai pas donné tous les détails quand j'expliquais la sauce, mais on lie avec de la farine torréfiée, c'est de la farine blanche qu'on faisait torréfier au four ou bien sous la salamandre, qu'on tamisait et qui permettait de lier la sauce pour qu'elle garde cette couleur brune. Tandis hum, que la sauce hum, tomate, on la lie à la farine blanche, hein, pas à la oui, farine oui, torréfiée. oui, Bon, oui. euh, maintenant, la nouvelle cuisine a supprimé ces sauces-là. Elle Oui. a supprimé la sauce de Miglas, elle a supprimé sa mère qui est la sauce espagnole, et on ne garde plus en général que ce qu'on appelle un jus de volier. Alors un jus de volier, qu'est-ce que c'est? C'est un fond brun fait à base d'eau de veau qu'on va lier légèrement à la rorode. Vous savez ce qu'est la rorode? Pas du tout. Alors la rorode, c'est le liant de la cuisine classique pour avoir des sauces brillantes et des sauces fluides. Ah oui, Contrairement à la maïzena, la rorode donne des sauces qui ne sont pas glaireuses et ouais. qui restent translucides. Alors, c'est de la farine qu'on appelle farine d'igname ou marrante, mais c'est du manioc en fait. Hein. Ah oui, C'est de la farine de manioc. Ça s'utilise exactement comme de la maïzena. On prend un petit peu je dirais un petit peu d'eau dans une tasse. On prend
un petit peu donc de cette fécule, hein. On Mhm. la délaye et puis on l'ajoute dans le liquide à ébullition. On ramène à ébullition 1 minute ou deux et la sauce est liée. Alors pour vous donner une idée au niveau du poids par rapport à la quantité, eh bien on met, je dirais, entre 10 et 15 grammes par litre de cette fécule pour lier un Oui, litre de sauce oui, demi-glace, enfin ce qui n'est pas de la demi-glace, qui est un jus de veau lié à ce moment-là. d'accord, d'accord. Oui, je comprends que, d'accord, pour en venir aux avisants, je comprends que tu aies dit que c'était un encas où on a une petite faim, Oui, la ça... sauce n'est pas obligatoire, hein. Je Oui, ne oui, oui, parle tout ici à de fait. sauce que si on veut réellement manger la visance sur assiette, autour d'une table, assis bien, bien à son aise, et en faire quasiment un plat, hein. Oui, 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 tout à fait. Donc, je ne vais pas te poser la question, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Parce que c'est au cours d'un repas, donc à la limite, Ça peut être du vin rouge, un vin rouge de oui, type aussi Bordeaux, bien un le vin vin rouge de type rouge. Côte-du-Rhône, Ouais, mais tout ça à peut être fait. aussi de la bière, évidemment, hein. Oui, ah oui, oui, oui. Une bière ambrée, une bière brune. Il faut que je prenne le réflexe de Oui. la bière. Je ne l'ai pas encore. Alors, il y a une bière à Namur qui s'appelle la Blanche de Namur. D'accord. Alors, OK. la Blanche de Namur, c'est une bière blanche, comme son nom l'indique, mais en réalité, on fait référence à la fois à la couleur de la bière et à la comtesse Blanche de Namur, qui est relativement célèbre parce qu'elle a épousé un roi de Norvège ou de Suède Ah au oui, Moyen Âge, Blanche de d'accord. Namur. Si vous tapez Blanche de Namur sur Wikipédia, vous verrez qui elle était réellement. Alors, on a créé une bière qui lui ressemblait. Alors, la bière blanche est une bière, je dirais, qu'on trouve aussi bien, par exemple, en Allemagne, sous forme de bière blanche à Berlin. La blanche de Berlin est une bière blanche. C'est une bière qui est généralement non filtrée, qui est blanche, mais qui est un peu opaque. Oui, Et alors, la oui. plus célèbre des bières blanches qu'on trouve en Belgique, c'est la blanche de Hoegaarden. C'est C'est une bière ça. qui est élaborée du côté de Louvain, qui a été remise au goût du jour dans les années 60. Elle a toujours existé, hein, mais elle a vraiment eu un succès à ce moment-là. Alors on la trouve sous plusieurs formes. C'est une bière que je ne digère absolument pas. Ah, J'ai beau essayer, c'est une bière que je ne digère pas du tout. Bon, je ne bois plus de bière maintenant, mais quand j'en buvais, impossible de digérer cette bière-là. Elle ne passait pas. Elle est relativement acide et pourtant certains ajoutaient même encore des quartiers de citron dedans pour la rendre plus acide. ah oui. Par contre, on a créé à l'intention des dames deux variantes de cette bière. C'est une bière blanche aux agrumes et c'est une bière blanche à la framboise. Hmm. Alors, je ne sais pas par quel miracle, ces deux bières-là, je les digère parfaitement. Bon, Voilà. il n'y a pas tout à Je fait ne les sais mêmes pas. ingrédients. C'est-à-dire que les ingrédients sont les mêmes à la base, mais on a rajouté pour qu'elles soient plus suaves, plus agréables à boire, des fruits dedans. D'accord, Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir ajouté des fruits qui la rend plus digeste pour moi. En tout cas, elle passe beaucoup mieux. d'accord. Et elle est très agréable à boire en été. Bon, Guy, je voudrais maintenant qu'on évoque deux sujets. J'ai bien compris que les avisances venaient du Moyen Âge. Ça veut dire que si ça vient de cette époque-là, il y a forcément autour un folklore. Alors, il y a un folklore, c'est-à-dire qu'en fait, actuellement, il y a un folklore parce qu'il y a ce qu'on appelle les fêtes de Wallonie. Il Voilà. faut savoir que la Wallonie est la région sud du pays de langue française, de langue romane en tout cas, Ouais. où on parlait anciennement le wallon. Il y avait 5 wallons différents en Wallonie. Le wallon est de plus en plus perdu parce qu'évidemment, le français à côté a imposé, je dirais, son hégémonie, hein. Et Oui. quand la Belgique est devenue indépendante en 1830, hein, réellement indépendante telle qu'elle l'est actuellement, le français était la langue nationale, parce que le français était la langue parlée par l'élite. Il Ah faut oui. savoir qu'au nord, c'était la Flandre où on parlait des dialectes flamands, et au sud, on parlait des dialectes romans qui étaient les wallons, hein, Oui. avec toute une série de variétés. Si vous allez plus ou moins dans la région de Moucron, de Hatt et jusqu'à Mons quasiment, c'est le wallon, c'est le picard, comme on le parle dans le Ah nord de la oui. France, Ah oui, oui, hein, c'est oui. le picard. Alors, plus on se rapproche de l'Est, plus ta langue évolue vers un wallon-picard, hein. Par exemple, quand vous arrivez vers Charleroi, c'est déjà du wallon et du picard mélangés ensemble. Et Oh, puis vous allez à Namur, c'est le wallon du centre. Et puis vous allez plutôt vers l'est, vers les Ardennes et vers Liège. Vous avez un wallon qui se teinte, surtout vers Liège, de mots d'origine germanique. ouais. Ok. Vous Ouais. descendez dans le sud-est,
de la Belgique, vous avez la Gaume, c'est le Gaumet, et vous avez une toute petite partie qui se trouve à l'ouest de ce Gaumet, au sud de la province de Namur, qui est du Champenois. D'accord. Mais tous ces gens-là se comprennent entre eux? Bon, je dirais qu'entre les habitants de Moucron et les habitants, disons, de l'est de Liège, c'est un peu difficile. Oui, Mais tout le monde parle français, donc on se comprend oui, ah évidemment. oui, 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 Tout le oui, monde oui. parle français. Ouais, Mais à ouais, l'origine, c'est vrai que le français était finalement la langue qui permettait à tout le monde de se comprendre, y compris au nord du pays, hein. Sans ouais, compter que culturellement, l'élite flamande mettait ses enfants à l'école en français parce qu'elle était consciente que c'était le français qui était la langue, je parle ici au XIXe siècle, qui était oui, la langue de la culture, la langue de la littérature, etc. oui, oui. Hein. Donc c'est D'accord. finalement le français qui, à une époque, a fédéré les Belges autour d'un parler commun. Hein. C'est le Oui, français qui, oui, bien oui. entendu, après, suite aux protestations flamandes, euh, et à la bêtise des Wallons, je dois le dire quand même aussi honnêtement, hein, le français a reflué parce qu'en fait, on parlait français jusqu'à Anvers, c'est-à-dire tout à fait au nord de la Oui, Belgique. Et oui. tous les noms de rues étaient traduits dans les deux langues. Vous Ah trouviez oui. au coin des maisons Hoogstraat, ce qui veut dire rue haute. Hein. Bon, il n'y a plus qu'à Bruxelles que c'est le cas et dans certaines communes, parce que là, c'est une obligation légale. Mais on a par exemple flamandisé l'université de Gand en 1930. Alors D'accord. en fait, c'est surtout dû à la Première Guerre mondiale. Hmm. Il se dit, il se dit, et c'est vrai qu'on ne peut pas nier que ça a pu être vrai, il se dit que toute une série de soldats d'origine flamande, qui ne parlaient que des dialectes flamands, ont été tués parce qu'ils comprenaient mal les ordres des officiers francophones. Ah, Parce qu'à l'époque, les officiers parlaient français et les soldats, la troupe, ah ne oui, il comprenaient parlait absolument pas. Hein. Est-ce évidemment. qu'il fallait sortir de la tranchée ou y rentrer? Est-ce qu'il fallait tirer ou se cacher? Enfin, je caricature et je simplifie, mais Oui, 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 donc oui. il y a eu à ce Entre... moment-là un ressenti énorme de la part de la population flamande qui a dit, bon, on est dirigé par une élite francophone Ouais. et Et on on se fait comprend tuer, rien du on tout. ne comprend rien, on se fait tuer dans les tranchées. Bon, donc Ouais, le mouvement flamand a commencé, disons, déjà à la fin du 19e siècle, mais ça a été, disons, après la Première Guerre mondiale qu'il a vraiment explosé. Et ouais, alors, il y a eu, à un moment donné, toute une série de tribuns politiques, aussi bien au nord, mais surtout au sud du pays, parce que le mouvement socialiste qui était né à Gand a vraiment, je dirais, trouvé un terreau dans la partie wallonne du pays, parce qu'il y avait de la sidérurgie, parce qu'il y avait des mines, donc évidemment, qui dit mines et sidérurgie, dit malgré tout de nombreuses heures de l'exploitation des jeunes, des enfants, ouais, des femmes, etc. Donc, le mouvement socialiste a fait beaucoup pour améliorer la condition ouvrière. oui. Et à un moment donné, il a été question de dire, est-ce qu'on ne va pas obliger l'administration à être parfaitement bilingue? Hmm. Et on a dit, voilà, ce serait bien que tout ce qui est administration communale et l'administration d'État, la poste, enfin tout ce qu'on veut, soit parfaitement bilingue dans toutes les régions du pays. Et les Wallons s'y sont opposés. Grand mal leur a pris, hein, parce que si les Wallons ne s'y étaient pas opposés, parce qu'ils ont dit non, non, il n'est pas question qu'on vienne parler flamand chez nous, à la poste, etc. Alors les Flamands ont dit bon, ben, il n'y a pas de problème, alors on va être unilingue chez nous également. Hein. Ouais, ouais, Or, on était dans une situation où on était bilingue en Flandre. Ce ouais, qui veut dire que si les Wallons avaient accepté à ce moment-là le bilinguisme total dans l'administration, on parlerait maintenant parfaitement et totalement français dans toute la Belgique. ouais, Parce que c'était déjà le cas pour l'élite en Flandre, et comme, je dirais, la puissance culturelle du voisin français est beaucoup plus importante, toute la population se serait mise au français obligatoirement, hmm, hmm. parce que c'était la langue, je dirais, qui amenait le plus de culture, qui amenait le plus de divertissement. Vous aviez le cinéma en français qui n'existait pas en flamand, hein, le cinéma flamand n'existait quasiment pas. Donc, naturellement, le français aurait joué le rôle que joue l'anglais maintenant, c'est-à-dire que par la force des choses, les gens se seraient divertis en français, auraient chanté en français, Hmm, hmm. euh, auraient mis leurs enfants dans des écoles francophones. Et au lieu de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu le ressentiment à l'encontre, je dirais, de la langue française. Et les Flamands ont dit, nous, maintenant, on veut parler notre langue. Ouais, Mais ça n'a pas été facile parce que ils ont dû pour ça s'entendre avec les Hollandais.
Ah oui. Et ils ont dû trouver une langue commune avec les Hollandais, ce qui n'était pas évident, hein, parce que le flamand de Belgique et le parler hollandais, c'est au départ ce qu'on appelle du bas allemand, c'est le rameau occidental de l'allemand, mais ce n'était pas exactement la même langue. Donc, ils ont dû trouver grammaticalement des points communs et faire une langue commune. Hein. Ça n'a pas été évident. Hein. Oui, c'est la question que j'allais te poser. Comment ça se passe aujourd'hui? Ah ben, ça se passe qu'en Flandre, on parle le flamand, mais qui est en fait le néerlandais, un peu comme nous, on parle le français. Ah oui. C'est-à-dire que le néerlandais est au départ une langue, on va dire, très apparentée, mais entre le néerlandais qu'on parle à Amsterdam ou qu'on parle, je dirais, tout à fait au nord du pays, et celui qu'on parle dans le Brabant, tout à fait au sud, dans le duché de Brabant, on n'a pas le même langage. Donc, il a fallu que les Flamands acceptent de ne plus parler un dialecte. Or, le dialecte flamand est encore extrêmement présent en Flandre. Ah oui. Et on dit toujours que un Limbourgeois qui est un Flamand de l'Est de la Belgique est tout à fait incapable, et on peut le comprendre, est incapable de comprendre un Brugeois ou un Ostendais, parce que leurs dialectes sont extrêmement différents. Le wallon est un peu plus semblable et un peu plus commun entre les parties Est, les parties Ouest et les parties Sud. Mais le flamand est beaucoup plus différent. Quand on arrive dans la région du Limbourg, on a, disons, des consonances déjà un peu allemandes, hein, Hum, parce qu'on hum. est tout près de Aix-la-Chapelle, par Oui, exemple. Hein, oui, oui, mais pas oui, loin. Hein. oui. Et quand on est, je dirais, du côté de la côte, du côté d'Ostende, on a toute une série d'influences un peu plus anglo-saxonnes, Hum, parce qu'on va hum, vers l'Angleterre. hum. Donc, je ne parle pas suffisamment bien le flamand que pour pouvoir en juger, mais mon père, qui était flamand, disait, lui, il comprenait bien quasiment tous les dialectes, mais il disait, bon, un Ostendais, quand il doit comprendre un Limbourgeois, il ne peut pas parler dans son dialecte, il doit parler le néerlandais pour se faire comprendre. Un Ah peu oui. comme nous, finalement, entre l'habitant de Moucron et l'habitant de Liège, on parle français au départ pour se faire comprendre, mais maintenant, le wallon est quasiment en train de disparaître. Je Ah dirais, il n'y a oui. plus que dans les cercles folkloriques, les théâtres, Ah oui. je dirais, les théâtres locaux, etc., qu'on parle encore un peu wallon et qu'on apprend le wallon. Alors certains voudraient, hein, dire qu'on devrait réapprendre le wallon à l'école, etc. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens parce que fait-on avec le wallon, à part parler avec les wallons qui habitent au Wisconsin et qui eux Oui. aussi perdent leur wallon. Donc ce sont d'anciens immigrés wallons qui sont partis vivre là-bas en Amérique. Et j'en ai rencontré, hein, ils parlent toujours wallon avec l'accent américain. Bon, d'accord. Mais les locuteurs maintenant ont 80, 90 ans. Bon, les Oui. derniers, la Oui. jeune génération n'a quasiment pas repris le wallon. Hum. Donc, c'est une langue qui est en train de se perdre progressivement. Alors, il y a une émission que j'écoute à la radio de temps en temps le lundi soir sur Vivacité, qui est la deuxième chaîne radio de la RTBF, qui est en wallon. Alors bon, ils invitent des Bruxellois, hein, ils invitent des Tournaisiens, ils invitent des Namurois, etc. Alors bon, ils changent un petit peu, et puis on raconte des blagues, on raconte des chansons. Et puis il y a pas mal de chansons en wallon qui sont très bien faites et qui entretiennent un peu le folklore. Mais demander maintenant à des jeunes, bon moi je suis encore capable, je l'ai fait tout à l'heure, hein, avant l'émission, de traduire Oui. simultanément du wallon vers le français en le lisant, mais Oui. euh, ma sœur, qui a 11 ans de moins que moi, est incapable de le faire. Hein, elle. Ah oui, 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 oui. D'accord, d'accord. Vous voyez, mesdames, messieurs, on part de la cuisine, on part d'une spécialité et on en vient à parler de Alors, l'histoire on de va la parler des fêtes de région. Wallonie, parce que c'est Alors quand voilà, même maintenant important. j'aimerais bien que tu parles Oui. des fêtes de Wallonie. Alors, les fêtes de Wallonie, eh bien, ce sont des fêtes qui durent, je dirais, pendant plusieurs semaines au mois de septembre. Et qui ont Plusieurs leur. semaines. Oui, parce que plusieurs villes fêtent les fêtes de Wallonie. Ah Vous oui, avez par exemple la Louvière, il va y avoir un opéra urbain qui a décroché la Lune. Alors c'est donné à l'occasion des fêtes de Wallonie. Vous avez les fêtes de Wallonie à Charleroi. Vous avez les fêtes de Wallonie à Namur et vous avez les fêtes de Wallonie à Liège. Alors pour que tout le monde puisse assister à tout, évidemment, ben, oui, ça donc dure c'est pendant un décalé. mois. C'est Oui, oui, décalé. oui, Voilà, c'est oui, décalé de oui, semaine en semaine. tout à Alors, fait. les fêtes de Wallonie vont trouver leur point culminant dans la capitale de Wallonie, c'est-à-dire à Namur. Ah Alors, d'accord. la Flandre est une entité qui historiquement est très ancienne.
parce qu'elle remonte au Moyen Âge. Elle remonte au comté de Flandre qui date du Moyen Âge. À distinguer de la Flandre actuelle qui occupe toute la partie nord du pays. La région flamande est bien plus grande que ce n'était le comté de Flandre au Moyen Âge. Par contre, Oui. la région wallonne, elle n'existe que depuis en gros le 19e siècle. Et ça a été finalement la fédération de toute la partie francophone du pays, Ah oui. où on parlait le wallon, qui s'est appelée la Wallonie. Mais l'entité, d'un point de vue, je dirais, politique, ne date que d'il y a un grand siècle, hein, à peu près Oui. 130 ans. Oui. Bon, donc le mouvement wallon est un mouvement qui, je dirais, a surgi un petit peu en réaction par rapport au mouvement flamand. Alors pour vous donner un petit peu un exemple, toutes les régions ont leur fête, je dirais, et à la fête nationale. Pour la Belgique, c'est le 21 juillet. Alors, elle se fête essentiellement à Bruxelles, mais elle se fête aussi bien évidemment en Wallonie qu'en Flandre. Et elle a lieu le 21 juillet. Pourquoi? Parce que c'est la date de prestation, donc de serment du premier roi des Belges, Paul Ier. Il a prêté serment en tant que roi des Belges le 21 juillet et on a gardé ce jour-là comme fête nationale. Alors, les Flamands, eux, ils font la fête au mois de juillet, mais au début, le 11 juillet, si mes souvenirs sont bons. Le 11 ou le 12, je pense que c'est le 11. Et alors là, eux, ils commémorent la bataille des Éperons d'Or. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette bataille-là sous les murs de Courtrai, qui est une ville, je dirais, de Flandre, mais à l'ouest? C'est qu'ils ont donné un tatouille aux chevaliers français. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, J'aime la bien Flandre, l'expression. oui, oui, la Flandre était donc un comté du royaume de France, Ouais. et les Flamands étaient en opposition au roi de France de l'époque. Alors, pour les D'accord. mater, ben, la fine fleur de la chevalerie française, qui n'avait pas encore eu assez de revers avec la guerre de Cent Ans et les Anglais, a décidé de venir battre les milices flamandes sous les murs de Courtrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les Flamands les ont attirés dans des marécages qui se trouvaient en bordure de la ville, et tous les chevaliers français, avec leurs lourds chevaux et leurs armures, ont été pris dans les marais, hein, ils ont été battus, et alors évidemment, on a récupéré les étriers en or de la cavalerie française, et on les a exposés au plafond de l'église de Courtrai. Autant vous dire que quelques années plus tard, les Français ont eu leur vengeance et ils sont venus battre les Flamands. Mais ça, je dirais que les Flamands évitent trop de le dire, hein, mais en fait, c'est ce qui s'est quand même passé réellement. Alors, quand on dit que c'était une bataille entre les Flamands et les Français, ce n'est pas tout à fait exact. Il y avait des alliés des deux côtés. Vous aviez des alliés francophones, par exemple, les Namurois étaient alliés aux Flamands, tout en parlant français à Namur, enfin français en parlant wallon, hein. Donc Hmm. c'était des romans. Et par contre, vous aviez d'autres qui étaient des gens comme des Brabançons, si mes souvenirs sont bons, qui parlaient aussi le flamand, mais qui, eux, étaient des alliés des Français. Donc, vous voyez que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on ne croit, hein. Mais enfin, pour les Flamands, c'est leur fête nationale, c'est leur fête de leur communauté. C'est quand ils ont bouté les Français hors de chez eux. Et Oui. nous faisons notre fête fin septembre et nous commémorons des journées qui se sont passées en 1830 quand on a bouté les Hollandais hors de chez nous. D'accord. Donc, quand on a bouté les Hollandais hors du parc de Bruxelles et qui sont rentrés chez eux, hein, eh bien, nous commémorons ça lors de la fête de ce qu'on appelle la communauté française. Alors, la petite anecdote de la communauté française, c'est que l'enseignement en Belgique, il relève de la communauté française. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça voit avec la France? Mais rien du tout. C'est simplement la communauté des gens qui parlent le français. Oui. Et alors, on raconte que quand Mitterrand est venu lors d'une visite officielle en Belgique, il a demandé, tiens, mais combien y a-t-il, à combien évalue-t-on la communauté française en Belgique? Parce que lui, il pensait que ce n'étaient pas les Belges de langue française, il pensait que c'était des Français qui étaient exilés en Belgique. Ah oui. Oh. Ah ben oui. Hein, alors il s'est inquiété de savoir, mais tiens, la communauté française, euh, combien sont-ils? Ben, en fait, ce sont tous les Wallons qui sont la communauté française, Oui, plus oui, oui. l'essentiel des Bruxellois. Donc, vous voyez Ouais. un petit peu l'ambiguïté qu'il y a avec cette histoire-là, hein. Oui, oui. En En effet. fait, Ce qui, on devrait appeler ça la communauté francophone et pas la communauté française en oui, réalité. absolument. Et alors, est-ce que, Et alors, là, c'est pas fini au niveau des fêtes, je t'en prie, attention. je t'en prie. Nous avons des germanophones à l'est du pays. Ouais. Et les germanophones sont ceux qui se disent les plus belges de tous. Parce que eux, leur fête, c'est au moment de la fête du roi. Alors, si mes souvenirs sont bons, ça doit être aux environs du 8 novembre ou quelque chose comme ça. Eux, ils fêtent la fête du roi comme étant leur fête nationale à eux pour la région germanique.
Et ils se disent, Mhm. nous sommes les Belges les plus authentiques. Alors que ce sont ceux qui sont arrivés après la guerre de 14-18, lorsque leur région, un peu comme l'Alsace-Lorraine par rapport à la France, lorsque leur région a rejoint la Belgique. Voilà. D'accord. Oui, ce que je veux dire, c'est que par rapport à tout ce que tu me dis, le roi, enfin la royauté en Belgique fédère Toutes ces communautés-là. toutes ces communautés. Alors, il faut Est-ce que quand même avoir l'honnêteté de dire qu'actuellement, la royauté est tout à fait bilingue, hein, il n'y a aucun problème. ouais, La future reine Elisabeth a fait ses études essentiellement en néerlandais et les enfants de la famille royale vont à l'école en néerlandais. hum, Ça n'a pas toujours été le cas. C'est ce qui hum, a été reproché à un moment donné par les Flamands à la royauté, c'est d'être très francophone et très francophile, hum, puisque à une époque, la langue de la noblesse et la langue, je dirais, des élites du pays, c'était le français. hum, hum. Donc, si on prend le cas, par exemple, du premier roi des Belges, qui était Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, c'était un prince d'origine allemande. Saxe-Cobourg, c'est en Allemagne, bien entendu, qui avait épousé Charlotte, qui était l'héritière du trône d'Angleterre. Il avait donc été, je dirais, prince consort, mais d'une dame qui n'était pas encore reine à ce moment-là. Oui, oui, Elle est morte relativement jeune et il s'est retrouvé veuf. Donc, il savait certainement parler l'allemand, bien entendu. Il parlait l'anglais, puisqu'il oui, allait être le mari de la reine. Et il parlait également le français, étant donné que le français était la langue de l'aristocratie au XIXe siècle. hum, Donc, il a débarqué en Belgique, mais il ne parlait pas le flamand, bien entendu. hum, Alors, son fils Léopold II avait appris l'allemand, tout simplement parce que, je dirais, son papa était allemand et qu'il avait épousé une archiduchesse d'Autriche qui était la reine Marie-Henriette. Bon, mhm. euh, il avait appris le flamand, mais il ne le parlait vraisemblablement pas aussi bien qu'il ne parlait le français, qui était la langue de la diplomatie, de la Oui, culture et de l'aristocratie. ouais, Et ce n'est qu'après, à partir du roi, je dirais Albert, que les rois ont commencé à être de mieux en mieux, de plus en plus bilingues. Mais le roi actuel, le roi Philippe, on lui a reproché, les Flamands lui ont reproché de ne pas parler suffisamment bien le flamand, le néerlandais, ouais, parce que il a été pas mal à l'école en français et puis après il a fait des universités anglo-saxonnes et certains flamands, avant qu'il soit roi, lui reprochaient de baragouiner le flamand plutôt que de le parler réellement. Et alors il oui, employait, paraît-il, des tournures de phrases, je dirais un peu trop grammaticales, c'est-à-dire un peu trop scolaires, hum, et pas comme les gens parlent la langue actuellement, en fait. oui, 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 Il était un peu trop scolaire dans sa manière de parler. Alors, pour éviter ces problèmes-là, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ils ont 4 enfants, et ils les ont tous mis à l'école à l'école en néerlandais, de manière à ce qu'ils aient vraiment le néerlandais dans le hum, sang pour le hum, parler correctement hum. par la suite. Oui, oui, oui. Mais la famille royale joue vraiment son rôle de fédérateur. Je pense, en tout cas, c'est comme ça que les Belges la considèrent, parce que si nous avions non plus une royauté, mais si nous avions une présidence, le pays éclate, hein. Le Ah oui, pays éclate. tu crois à ça? C'est-à-dire que on devrait voter soit pour un président francophone ou un président flamand. Mais Oui, comme c'est les ça. Flamands sont majoritaires, ils représentent 60% de la population, Oui. voire même un peu plus, ce serait toujours je dirais, flamand qui serait Oui, élu. oui. Donc là, du coup, le fait, Et alors, il faut reconnaître que, bon, quand le roi actuel, le roi Philippe, s'est marié, on a vraiment, je dirais, tiré le chapeau blanc du chapeau du magicien, hein, si je peux me ouais, permettre, sans être irrévérencieux. ouais, La princesse Mathilde, enfin qui était donc son épouse, enfin, qui est toujours son épouse d'ailleurs, mais au moment où il s'est marié, elle avait toutes les qualités qu'il fallait, hein. J'explique. ouais, C'était une jeune fille de bonne famille, petite noblesse, habitant à Bastogne, au château de Losange, c'est-à-dire Bastogne, c'est la partie francophone du pays, mais à l'est, à la limite des parlers germanophones. Elle était une Dudekeim d'Aco, d'origine flamande. Alors, le titre de noblesse est francophone, mais son père, son oncle sont d'origine flamande. Donc, elle savait à la fois parler, elle était francophone tout en sachant parler plutôt bien le néerlandais, le flamand, et elle avait une famille qui était d'origine flamande tout en étant installée en Wallonie.
Qu'est-ce D'accord. qu'il fallait de mieux? Qu'est-ce qu'il fallait trouver de mieux que cela? Oui, elle réunissait Ah, tout elle ce qu'il réunissait fallait. toutes les qualités, je dirais. En plus, elle était belge, ce qui était assez exceptionnel, étant donné que jusqu'à présent, tous les rois avaient marié des princesses étrangères, Hmm. hein, puisque le roi Léopold Ier avait marié la fille du roi Louis-Philippe des Français. Le roi Léopold II avait marié une archiduchesse d'Autriche. Le roi Albert avait épousé une duchesse bavaroise. Hmm. Le roi Léopold III avait épousé une princesse suédoise, la reine Astrid. Et puis après, il s'était retrouvé veuf. Il avait marié une flamande, mais bon, qui n'est jamais devenue reine. Et puis après, le roi, son fils, le roi Baudouin, avait épousé une espagnole. Et puis le roi suivant, son frère, avait épousé une italienne d'origine sicilienne, enfin calabraise. Mhm. Donc, on avait quasiment fait tous les pays d'Europe. Il ne manquait plus que la Russie. Et Mhm. puis le roi actuel, ben, il épouse une Belge qui était à la fois, je dirais, à moitié flamande et à moitié francophone. Ouais. En plus, elle avait des ascendants du côté de sa maman, qui était une princesse. Sa grand-mère était une princesse polonaise. D'accord. Donc vraiment, vraiment, elle cochait quasiment toutes les cases qu'il fallait. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué le folklore, le folklore à travers un groupe, Le folklore namurois, en fait, oui. le folklore namurois, voilà. Un groupe qui s'appelle la Royale La Royale Montcrabeau. Montcrabeau. Voilà. Alors, lors des fêtes de Wallonie, il y a plusieurs choses qui se passent. On mange des avisances, mais on ne mange pas que ça. On boit également du péquet. Alors, le péquet, qu'est-ce que c'est? C'est du genièvre, c'est donc une variété de gin. En fait, le péquet et le gin, pardon, le péquet et le genièvre, ce sont les ancêtres du gin. Alors, Hmm. on dit genièvre dans la partie nord du pays, Genève, et on dit péquet dans la région wallonne, hein, et Ah même dans le oui, nord de la France, je pense, à certains endroits. ah oui. Donc, le péquet, c'est la même chose, c'est un alcool blanc de grain parfumé au genièvre, baie de genévrier. Alors, depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire depuis 30-40 ans, on a pris l'habitude de parfumer ce genièvre avec toute une série de goûts, hein. Ouais, On a ouais. aussi bien de la framboise, de la pomme verte, du cuberdon, du praliné, du chocolat, de la menthe, du coing, de la cerise, du cassis, enfin tout ce qu'on veut. Et alors, lors des fêtes de Wallonie, en plus de boire de la bière, on boit du péquet. Donc, tous les marchands de la ville, y compris les marchands de chaussures, les coiffeurs et les serruriers, si je peux appeler l'expression, ont des étals sur leur devanture avec des verres de péquet multicolores qui sont vendus à un prix dérisoire et que les amateurs peuvent, je dirais, boire les uns après les autres et autant qu'ils veulent, de manière généralement pas très raisonnable. Alors ça, c'est Oui. pour le folklore bibitif. Alors Hmm. pour ce qui est des choses qui se mangent, mais il y a les avisances, hein, mais il n'y a pas que ça, évidemment, on mange tout, y compris les frites, bien entendu. Et alors on chante aussi. Oui, Alors j'imagine. on chante, et alors il y a comme ça quelques hymnes qui sont des hymnes du folklore autour desquels on ne peut pas passer sans y faire attention. Alors la Royale Montcrabeau, c'est une société de chanteurs relativement âgés, bien entendu, ils sont 40, on les appelle les Molons, hein, Oui. c'est Je leur mettrai nom. des photos, hein. Oui, oui, oui. Alors, c'est un groupe qui est constitué de musiciens. Vous verrez, ils sont un petit peu habillés de manière folklorique avec des tenues très colorées. Ils sont montés sur un char un peu spécial. Et tous les instruments dont ils jouent ne sont pas des instruments classiques. Ce sont des instruments qui sont faits de briques et de broc. Ah oui. Oui. Hein, donc, vous pouvez trouver, je dirais, à la limite, je vais caricaturer la vieille casserole sur laquelle on Ouais. tape et qui est, je dirais, une espèce de caisse de résonance. Voilà. Oui, oui, oui. Hein. Alors, ils chantent une chanson particulière qui est l'hymne namurois. Alors, si vous regardez sur Internet l'hymne namurois, c'est Libia Bouquet. C'est une chanson qui est écrite en wallon, mais qui a sa traduction en français. Mais elle est toujours chantée en wallon. Et alors, l'histoire raconte celle d'un fiancé le jour qui précède son mariage. Alors, Libia Bouquet, ça veut dire le beau bouquet, et il explique la joie qu'il a à se marier et à offrir à sa fiancée le plus beau des bouquets qu'il puisse offrir. Voilà. Ça, c'est la Hmm. chanson qui est devenue l'hymne de Namur. Ça a été, je dirais, acté en 1856. La chanson date de 1851, mais elle a été actée comme étant l'hymne de la ville de Namur en 1856 par le conseil communal de la ville. Hein, et elle est chantée dans toutes les occasions
vous allez recevoir un chef d'État étranger, on va chanter Libia Bouquet à Namur, hein. Ah C'est oui, vraiment comme la Marseillaise ou la Brabançonne, hein. Mais d'accord. c'est le seul hymne régional ou local qui ne magnifie pas ni une ville, ni un épisode historique, ni une région, ni un Oui, fleuve, oui, hein. oui. Comme vous avez à Charleroi, là, c'est pays de Charleroi, on magnifie la région. À Liège, c'est valeureux liégeois, alors on magnifie l'héroïsme des Liégeois. À Namur, on chante l'histoire d'un garçon qui va se marier le lendemain. Voilà. Ouais. C'est Alors, mignon. c'est mignon. Alors, Ouais. l'autre chanson qui est extrêmement chantée ces jours-là, on la doit à Julos Bocarn, c'est La La, petite gaillole. la Alors, La petite petite gaillole. gaillole, ça veut dire la petite cage. Alors, la chanson est en wallon et en français, et elle raconte l'histoire d'un garçon qui dit, hein, elle me l'avait toujours promis, une belle petite cage pour mettre mon canari. Alors, si on voit les choses au premier, je dirais, au premier plan, ben, on voit tout simplement la cage, le canari. Bon, ben voilà, c'est gentil. Et si on voit les choses de manière un petit peu plus fouillée, on parle réellement d'une relation sexuelle, hein, et il Oui, faut mettre autre chose, disons, sur les mocages et canaris, et on a oui, compris le sens de la chanson. Mais absolument. c'est une manière de raconter les choses de manière tout à fait pudique, Oui, qui est gentil, oui, gentille, voilà. Alors, mignonne. la Royale Montcrabeau, ça fait aussi référence au folklore français et au village de Montcrabeau qui se trouve dans le Lot, si mes souvenirs sont bons. Mhm. Et alors là-bas, il y a un concours de menteurs qui a lieu chaque Ah, année. ça c'est extraordinaire, C'est j'ignorais ça aussi. extraordinaire, hein. Donc ça, c'est en France. Et les Wallons se sont inspirés de ce folklore français, donc de la région de la Dordogne, pour créer une société similaire qui est devenue royale parce qu'elle a plus de 50 ans depuis déjà très très longtemps. Et on organise lors des fêtes de Wallonie un concours du meilleur menteur. Donc c'est à celui qui va lors du concours, auquel il faut s'inscrire bien entendu à l'avance, hein. On va donc trouver celui qui a réussi, je dirais, à mentir au mieux, à raconter quelque chose qui paraît le plus vraisemblable. Et chaque Oui, année, il y a donc l'élection du meilleur menteur par la Royale Montcrabeau, qui est le jury, qui va donc statuer, disons, de qui a le mieux menti. Alors, il y a également des échassiers. ah, Alors, les échassiers, eux, ils viennent de la Bourgade, qui est juste à côté de Namur, de l'autre côté de la Meuse. Et il y a deux types d'échassiers qu'on appelle les mélans et les avresses. Alors, selon qu'ils sont habillés d'une couleur ou d'une autre. Alors, les échassiers, ils jouent entre eux pour les chasses d'or. Alors, ça se fait devant la cathédrale Saint-Aubin, il y a une place. Il y a un concours qui est extrêmement prisé. Je dirais qu'il y a une foule nombreuse qui les acclame, qui les attend, qui les encourage. Et depuis cette année, si mes souvenirs sont bons, c'est ouvert aux femmes. hmm, Parce que jusque-là, c'était uniquement ouvert aux hommes. Alors, oui, historiquement, les échassiers existent en raison des crues de la Meuse qu'il y avait anciennement. Donc, oui. pour pouvoir se déplacer quand la Meuse était en crue et qu'elle envahissait les rues des localités, eh bien, on marchait avec des échasses pour ne pas être mouillé. Hmm. Et maintenant, eh bien, on fait un concours d'échassiers, hein. Alors, les échassiers, bon, on peut imaginer ce que ça peut donner, hein. Ils se déplacent sur des échasses et puis ils se font tomber. Et c'est au dernier qui reste debout sur ces échasses qui a gagné et qui reçoit les chasses d'or quand il est le vainqueur. D'accord. Là, ce sont des traditions folkloriques namuroises. Eh bien, c'est très important. Il y a une riche vie Ah, et c'est culturelle. pas rien, hein, Oui, le concours de l'échasse. Et alors, un autre point qu'il faut absolument mentionner, c'est la fameuse messe en wallon. Alors, la messe en wallon, elle a lieu aussi bien à Liège, lors des fêtes du 15 août, qui sont extraordinaires et qu'il faut voir une fois dans sa vie, qu'à Namur, dans la vieille église Saint-Jean, qui est vraiment sur la place du marché aux légumes, qui est une vieille église, je dirais, qui date du Moyen Âge. Alors, toutes les édiles de la ville se réunissent. Pour une fois, ils vont à la messe au moins une fois par an. C'est pour écouter le sermon en wallon. Alors, ah, malheureusement, le prêtre qui faisait ça, je pense, est décédé depuis un an ou deux, hein. Bon, il devenait âgé, mais il a été remplacé. Il a été remplacé et il y aurait, à ma connaissance, toujours la messe en wallon avec le sermon en wallon. Alors, le sermon en wallon est l'occasion pour le prêtre, je dirais, de dire en wallon un petit peu tout le bien ou tout le mal qu'il pense, je dirais, des gens de la politique. ah, C'est un oui, sermon qui est un peu orienté.
Ah, d'accord, Diront qu'il d'accord, est un peu folklorique, mais bon, ça c'est bon enfant, hein, attention, hein. d'accord. Euh, Donc, on en ne fait, règle pas les comptes de manière méchante, mais enfin, oui, disons que ça prête surtout à rire et à réflexion en fonction de l'actualité de l'année écoulée. Voilà. d'accord. Donc, la caractéristique de cette messe en wallon, c'est le prêche du Le prêtre. sermon, le prêche du Le- prêtre à d'accord, l'occasion, disons, et qui se fait en wallon, voilà. d'accord, qui se fait en wallon et qui est un petit peu, Un petit peu euh, orienté, on va dire. oui, et il fait Un- un un- petit peu le chansonnier. voilà, tout à fait. C'est un peu connoté, disons, Oui, exactement façon chansonnier. Tout à fait. d'accord. Effectivement, ça doit être très drôle. Oui, tout à fait. D'accord. Oh, bah écoute, Guy, tu as d'autres choses à nous, Mais à nous- concernant les fameuses fêtes de Wallonie à Namur, je pense que j'ai fait le tour. tu as Je fait le dirais tour. qu'évidemment, il y a un feu d'artifice qui clôture tout ça, qui est tiré sur les Ouais, hauteurs de la citadelle de Namur, parce que ouais, ouais. Namur est une ville à la fois de fleuves, de rivières et de citadelles, hein, puisqu'au confluent de la Sambre et de la Meuse, ben, il y a une citadelle qui est sans doute l'oppidum d'une tribu gauloise de l'époque de la conquête de la Gaule par César. Ah oui, Les Aduatiques ouais, occupaient, dit-on, la région de Namur, et l'emplacement de la citadelle aurait été l'emplacement de leur oppidum, un peu comme Alésia en France, hein, ouais, finalement. ouais, Alors ouais, bon, ben Malheur en a pris de résister à César, parce que, dit-on, les 100 000 Aduatiques ont été déportés comme esclaves à Rome, hein, ce ouais. qui n'a pas été non plus une bonne chose pour les Gaulois de l'époque. Hein, Mhm. mais je reparlerai éventuellement des Gaulois et des Romains un jour pour vous parler de toutes les tribus belges qui ont donné pas mal de fil à retordre aux Romains. Hein. Euh, alors, bon, il y a un leitmotiv qu'on apprend quand on étudie l'histoire de Belgique, c'est que César, dans ses récits de la guerre des Gaules, a dit euh, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Alors, évidemment, ça fait sauter les boutons de colle des Belges quand on raconte ça, quand on est petit, quand on entend ça, on se dit, enfin, franchement, quand même, hein, bon. Mais on se trompe. Il faut, enfin, quand je dis on se trompe, il faut connaître tout l'ensemble du texte et le Oui, reste de la phrase. oui, oui, Parce absolument. qu'il ne faut pas entendre le mot brave au sens où nous le connaissons actuellement. Ah oui, Et je vais oui. vous expliquer ce que ça veut dire. Parce que César a dit, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves, parce que ce sont les plus éloignés de la civilisation. Et quand on dit brave, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire valeureux, ça veut dire sauvage. Oui. Et on retrouve ce mot-là en espagnol dans la Costa Brava. Ah oui, Parce que la Costa Brava, ça oui, ne veut pas dire la côte brave, ça veut dire la côte sauvage. oui, oui. Et dans le Mhm. sens où César employait l'expression, brave ne veut pas dire valeureux, même si c'était le cas, ça veut surtout dire sauvage Oui, et oui. donc peu Oui, civilisé. oui, oui. Voilà. Mm, mm, Alors mm. forcément, les Belges de l'époque lui ont donné du fil à retordre. Attention, quand on dit les Belges, ce ne sont pas les habitants de la Belgique actuelle uniquement, hein. Oui, oui. Il faut savoir que la Belgique, à l'époque romaine, à l'époque de la conquête de la Gaule, c'était toute la partie nord-est de la Gaule qui se trouve au-dessus de la Seine et de la Marne, Oui, oui. et qui est Oui. comprise entre ces rivières-là et toute la vallée du Rhin. Donc, Mm, ça veut dire en fait que on considère même jusqu'à le fait que certains habitants de la Suisse étaient des Belges. Tous mm. les Champenois, les Rémois, les Oui. gens de Boulogne, les gens de la Haute-Normandie, ben, c'était des Belges en fait, hein. Oui, oui. Oui, oui. Donc, Mhm. c'était beaucoup plus grand que l'actuel territoire de la Belgique, hein. Mhm. D'accord, d'accord. Oui, ce que Goscinny et Uderzo ont mis Oui. Astérix et Obélix en Bretagne, en fait, c'était déjà la Belgique à l'époque. Non, non, la Bretagne, Non? pas du tout, hein. Non, Pas non. du tout. La Bretagne, D'accord. c'était l'Armorique, hein. Ah oui. Non, la Belgique, quand on voit une carte de l'époque d'Auguste, c'est en fait toute la partie nord-est de la Gaule, hein. D'accord. Oui, oui. Il y avait 4 ou 5 parties en Gaule. Il y avait la Gaule belgique, la Gaule celtique, l'Aquitaine et la Narbonnaise, hein. Et Mm, puis, il y mm, avait la Gaule transalpine qui se trouvait, disons, en fait, et cisalpine qui se trouvait au sud, donc dans le nord de l'Italie, hein. C'était toutes les mm, parties de mm, la Gaule de l'époque, hein. mhm. Très bien. Oh, bah dis donc, quelle conférence, Quelle Guy. expédition! Quelle expédition. Merci beaucoup, Guy. Chers amis, ben, comme d'habitude, si vous voulez bien nous poser vos questions, vous voyez que Guy sait énormément de choses, aussi bien. En fait, la cuisine est le prétexte Oui, ben, pour pour notre petite causerie hebdomadaire, voilà, c'est c'est le prétexte pour parler histoire, géographie,
économie. Voilà, tout ça est très intéressant. Merci Guy, à la semaine prochaine. Eh bien, à bientôt, Claude. Hein, à très bientôt, merci beaucoup.